Donc là, pour nous parler de ces différents labels, Minergie, CECB, SNBS, bâtiment, site 2000 watts, etc., j'ai le plaisir de passer le micro à M. Olivier Maillet, qui est le directeur, non moins que ça, directeur de l'agence romande Minergie. Alors, M. Maillet, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Effectivement, donc on s'est permis d'adapter un peu le titre par rapport à ce qui nous semblait pertinent ou ce dont il nous semblait pertinent de parler aujourd'hui. Et en l'occurrence, le but de ma présentation, ça va être d'essayer de vous expliquer ce à quoi servent en particulier le CECB, le certificat énergétique cantonal des bâtiments, le standard Minergie, qui est un standard de construction probablement le plus connu en Suisse en tout cas, et puis ce fameux standard SNBS, qui est un standard de construction durable un peu plus complet. Je m'intéresserai surtout aux deux premiers, au CECB et puis à Minergie, parce que c'est ces deux standards-là, on va dire, qui sont le plus pertinents pour tout ce qui est rénovation et construction de villas ou de petits immeubles collectifs, d'administration, d'écoles, etc. Alors que le SNBS, ça vient de l'allemand pour Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz. Ils n'ont pas choisi de traduction pour la Suisse romande de cet enchaîné de lettres, mais ça s'adresse plutôt à des grosses promotions immobilières, à des surfaces de l'ordre de 5, idéalement à partir de 10 000 mètres carrés, donc vraiment des gros projets. Puis on se disait que c'était un peu moins pertinent pour aujourd'hui. Je commence souvent ce genre de présentation en parlant un petit peu du parc immobilier suisse, juste pour se rendre compte un petit peu de la problématique et de ce dont on parle. En Suisse, il y a à peu près 1,8 million de bâtiments qui sont chauffés. Ce plus de 1,5 million de bâtiments consomme à peu près 45% de la consommation énergétique suisse. Donc c'est vraiment un enjeu majeur en termes de politique énergétique et de politique climatique. 75 TWh, donc 3/4 des besoins énergétiques d'un bâtiment sont destinés exclusivement au chauffage. Donc c'est vraiment pour se chauffer qu'on utilise 3/4 de l'énergie qui est utilisée dans les bâtiments. Et puis dans l'illustration en bas à droite, on voit un petit peu l'ampleur du problème par rapport aux agents énergétiques qu'on utilise. On est à 2/3 encore dépendant d'énergie fossile, le mazout et le gaz qu'on brûle dans nos maisons pour se chauffer. Et c'est ça un des problèmes majeurs qu'on doit résoudre par rapport à notre impact environnemental en termes d'émissions de CO2, mais aussi par rapport à notre indépendance énergétique. L'actualité nous rattrape un petit peu à ce niveau-là en ce moment. Et puis nous, notre mission évidemment ne va pas, ou ce qu'on fait ne va pas permettre de résoudre l'intégralité du problème, mais on espère être une petite pierre à l'édifice des mesures qui permettent d'essayer d'améliorer la situation. Et puis je l'ai dit en introduction, on travaille pour notre part avec 3 instruments différents. D'abord le CECB, le certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui est exclusivement destiné à faire une évaluation de la performance énergétique des bâtiments. C'est le système le plus simple et aussi le moins coûteux qui permet de qualifier la performance énergétique d'un bâtiment. J'irai un peu plus dans les détails pour vous expliquer ce qu'on évalue dans le CECB et ce qu'on peut faire avec. Avec Minergie, après, on va s'intéresser en plus de la performance énergétique, à la protection du climat, au confort et puis à la conservation de la valeur patrimoniale dans le sens de définir des exigences avec Minergie qui sont aussi pertinentes du point de vue rentabilité économique. C'est souvent un aspect qu'on oublie et on définit toute une série d'exigences chez Minergie pour assurer que l'investisseur qui investit un peu plus dans un bâtiment durable s'y retrouve aussi économiquement à long terme. Et le SNBS, ça c'est le standard le plus complet. C'est un standard dit de durabilité. Il analyse 45 critères dans le domaine de la société, dans le domaine économique et dans le domaine environnement. Et puis, ça permet d'avoir vraiment une cartographie complète de l'état d'un bâtiment par rapport à des exigences de développement durable.
Et puis on décline ces trois marques ou ces trois appellations. D'une part, d'abord au niveau du bâtiment, où on définit des exigences qui s'arrêtent au périmètre de l'enveloppe thermique du bâtiment. Et on est en train de développer en ce moment, comme succession au site de 1000 watts, en fait, des exigences qui s'appliqueront après à l'échelle du quartier, toujours avec la même philosophie, les quartiers Minergie qui seront focalisés sur l'énergie, la protection climatique et puis les questions économiques, et le SNBS qui ira plus loin, qui s'intéressera aussi aux questions architecturales, aux questions urbanistiques, aux questions de la préservation de la faune et de la flore, ou de la mise en place de mesures qui permettent d'aider à ce niveau-là. Et le dernier instrument dont je n'ai pas parlé, c'est un instrument qui est très important et que j'aimerais placer en fait sur cette illustration. Sur l'axe des Y, on retrouve le nombre du bâtiment. Sur l'axe des X, on va dire une espèce de quantification de la durabilité d'un bâtiment. Et si on dessine symboliquement une courbe de Gauss du parc immobilier actuel, on peut dire que l'objectif de tous ces instruments et l'objectif de la politique énergétique suisse, c'est d'amener le parc de bâtiments existants vers plus de durabilité. Je vous ai exposé déjà 3 instruments qu'on utilise. Il y en a un dernier qui est très important et c'est les exigences légales. C'est le minimum en fait requis lorsqu'on veut rénover quelque chose ou qu'on veut construire quelque chose. C'est les cantons qui le définissent en Suisse. Ils définissent dans des lois et dans des ordonnances des exigences relatives à l'isolation, des exigences relatives au recours aux énergies renouvelables, des exigences qui concernent la production d'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est le minimum qu'il faut faire. Et comment est-ce qu'on fait avancer ce minimum? C'est là qu'interviennent justement le CECB, Minergie et le SNBS. D'abord, le CECB, lui, se positionne vraiment comme instrument qui cible en particulier les bâtiments existants, en fait, avec comme premier objectif de sensibiliser les maîtres d'ouvrage sur l'état de leurs biens pour qu'ils puissent évaluer de manière factuelle s'il est plutôt performant en termes d'énergie ou plutôt, au contraire, un gouffre énergétique. Et le deuxième volet du CECB, c'est de conseiller, une fois qu'on a fait le constat, les propriétaires sur différentes mesures qu'ils peuvent mettre en œuvre pour améliorer cette performance énergétique. Et pour les mettre en œuvre de manière facilitée, il y a des aides non négligeables. Le plus grand programme connu en Suisse, c'est le programme bâtiment, qui subventionne toutes sortes de mesures qu'on peut mettre en œuvre, du recours à la pompe à chaleur en passant par l'isolation, en allant sur des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Et il y a un autre gros programme qui est déployé en ce moment aussi au niveau suisse, c'est le programme Chauffer renouvelable, et lui se focalise en particulier sur le problème que je vous ai exposé au départ, la substitution des chauffages fossiles, donc le remplacement des chauffages à gaz et des chauffages à mazout par des énergies renouvelables. Et dans ce contexte, Minergie et le SNBS s'inscrivent un petit peu comme fer de lance de la politique énergétique. Ce qu'on essaye de faire avec Minergie et avec le SNBS, c'est d'essayer de démontrer qu'on peut aller plus loin. Pour l'année prochaine, par exemple, on est en train de plancher maintenant avec Minergie sur la manière dont on pourrait renforcer les exigences d'autoproduction d'énergie. Donc ça veut dire les exigences de devoir produire soi-même une partie de l'électricité qu'on consomme. Et une fois qu'on aura démontré avec Minergie que c'est possible de construire comme ça, les cantons, dans leurs exigences légales, dans leurs ordonnances, vont essayer d'aller plus loin aussi. Et c'est comme ça que petit à petit, on fait avancer le schmilblick, le parc immobilier vers plus de performance énergétique. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, le CECB, c'est vraiment, je le disais, l'instrument de masse, entre guillemets, qui est le plus accessible. Il existe depuis 2009. Il y a environ 120 000 bâtiments qui sont classifiés avec un CECB. Tandis que Minergie, qui existe depuis 10 ans de plus, c'est entre guillemets seulement 54 000 bâtiments. Avec une différence notable quand même, c'est le fait que le CECB, en fait, c'est un instrument de rating de la performance énergétique. On classifie un bâtiment en fonction de s'il consomme peu ou beaucoup sur une échelle de A à G.
Tandis que Minergie, on définit des exigences qu'il faut atteindre, et en ce sens-là, Minergie, c'est aussi un instrument qui permet de faire valoir des économies en matière d'émissions de CO2 ou de consommation d'énergie qu'on a essayé de relever ici. Je vais rentrer maintenant un peu plus en détail sur le CECB parce que c'est vraiment un instrument de base. Je vous présenterai après aussi au final toutes les aides qu'on peut obtenir en lien avec ces différents instruments. Et le CECB, c'est un des instruments qui est repris beaucoup dans les cantons, notamment dans le canton du Valais, pour promouvoir la rénovation énergétique du parc immobilier. Il est constitué de 3 éléments principaux. Le CECB, dont je vous montrerai une illustration après pour vous expliquer un petit peu les différents éléments qu'on quantifie dessus. Le CECB+, qui est ce fameux rapport de conseil, donc un rapport qui synthétise tous les conseils qu'un expert CECB donnerait à un maître d'ouvrage pour améliorer la performance de son bâtiment. Ça peut aller simplement du remplacement de sa chaudière à mazout jusqu'à une rénovation complète type Minergie pour avoir vraiment un bâtiment qui soit calé pour le futur, avec à chaque fois une estimation aussi de l'investissement qu'il est nécessaire de réaliser, des subventions dont on peut bénéficier. Et je ne l'ai pas mentionné avant, mais ce qui est non négligeable aussi, c'est tous les avantages fiscaux qu'on peut obtenir quand on investit dans l'efficacité énergétique. C'est toutes des dépenses qu'on peut déduire de son revenu imposable. Il y a même la possibilité maintenant de le déduire sur plusieurs années. On n'est pas obligé de réaliser toutes ces mesures en une seule fois, et ça permet en fait d'avoir des subventions indirectes qui sont de l'ordre du milliard de francs, alors que quand on parle de subventions directes, c'est plutôt de l'ordre de 300 millions. Donc tout ce qu'on peut déduire fiscalement, c'est vraiment un instrument de promotion de l'efficacité énergétique très très pertinent. Je rentrerai moins en détail sur le CECB nouveau bâtiment, parce que ça c'est plus un instrument qui est destiné, quand on réalise une nouvelle construction, de faire valoir finalement au canton, qui est l'autorité en charge de contrôler que les exigences qu'ils ont définies sont bien respectées. C'est un instrument qui permet de démontrer que bel et bien on atteint une classe de performance énergétique B avec le bâtiment qu'on a construit. Et si on s'intéresse un peu plus au CECB, sur cette illustration de gauche à droite, vous voyez que c'est un petit peu l'objectif qu'on poursuit, dans le sens où ici, c'est un exemple d'un bâtiment qui a été rénové. C'est le bâtiment qu'on a fêté aussi quand on a passé le cap des 100 000 CECB. Et en l'occurrence, c'est un bâtiment fribourgeois dans la commune de Marly, qui au départ avait sur les 2 évaluations de sa performance énergétique la pire classe qu'on pouvait avoir. On évalue d'abord l'efficacité énergétique de l'enveloppe, donc on évalue en fait si le bâtiment est bien isolé ou pas. Et on évalue ensuite sa performance énergétique globale. Ça veut dire que fort du constat du besoin en énergie que le bâtiment a besoin pour se chauffer, on va regarder la manière dont il se chauffe, et plus il va se chauffer avec des énergies renouvelables, plus sa performance énergétique sera meilleure. Et c'est en l'occurrence ce qui a été réalisé sur ce bâtiment-ci. Il a non seulement été isolé, ils ont remplacé le chauffage à gaz par une pompe à chaleur, ils ont installé des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, et c'est avec toutes ces mesures qu'ils sont arrivés à ce niveau de performance énergétique supplémentaire. On retrouve après ici en bas quelques indicateurs encore qui qualifient en chiffres, on va dire, la performance énergétique et qu'on rapporte après de manière visuelle sur cette échelle de A à G. Et ce qu'il faut savoir quand vous êtes propriétaire, c'est un petit peu comment obtenir ce CECB et qu'est-ce qu'il a comme promesse. Une fois que vous avez reconnu, on va dire, le besoin d'agir, la prochaine étape, c'est de trouver un expert CECB. Nous, notre mission comme association CECB, c'est en fait de mettre à disposition un logiciel qui permet d'établir ces certificats et d'accréditer les professionnels qui sont habilités à utiliser ce logiciel et à produire ces certificats. Il y en a toute une série. En Suisse, il y a à peu près 1700 de ces experts CECB.
Et nous, on les accrédite sur la base de leur cursus académique et sur la base de leur expérience professionnelle. Et j'ai envie de dire, c'est comme les médecins, ils ont tous fait l'Uni, ils ont tous fait plein d'études, ils ont tous avéré leurs compétences aussi par des stages pratiques, malgré tout. Il y en a des meilleurs et des moins bons. Et c'est la même chose aussi chez les experts CECB. C'est pour ça que cette étape 3 est vraiment importante, d'avoir un contact avec son expert, de demander des devis à différents experts, de leur parler pour voir si le feeling passe, de demander peut-être des expériences passées qu'eux ont eues, des exemples qu'ils pourraient vous mettre à disposition pour voir si le langage qu'ils tiennent vous parle aussi et si vous comprenez finalement pour être sûr d'avoir un conseil qui est adapté à votre situation. Quatrième étape super importante, clarifier les possibilités de subventionnement dans le sens de financement, on a dit ici, mais en réalité on parle de subventionnement, donc s'assurer des possibilités qu'il y aurait d'être subventionné par sa commune, par son canton, par son distributeur d'énergie pour réaliser un CECB, c'est souvent le cas et c'est intéressant financièrement de ce point de vue-là. L'expert CECB, une fois qu'on a mis tout ça en place, va venir chez vous, relever toutes les caractéristiques constructives de votre bâtiment, établir le CECB ou le CECB+, et ensuite, l'idéal justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon feeling avec la personne avec qui on a décidé de travailler, discuter des résultats qu'il a obtenus, vous expliquer pourquoi votre bâtiment, si je reprends l'exemple précédent, est dans des classes GG quand il est venu sur place, et qu'est-ce qu'il est pertinent de mettre en œuvre pour améliorer cette situation. Donc ça, c'est un peu en synthèse ce qu'on peut faire avec le CECB et c'est vraiment l'instrument, on va dire, qui a la place la plus importante dans la politique énergétique du canton du Valais. Je passe ensuite à Minergie. Minergie qui est probablement une marque ou un standard de construction dont vous avez déjà entendu parler. C'est un label qui est dédié à l'efficacité énergétique, au confort et puis à la rentabilité économique. Une association qui a été fondée en 1998 et puis qui a développé des standards de construction pour le neuf, pour la rénovation, pour une performance énergétique plus élevée des bâtiments. Un des gros points qui est central chez Minergie, c'est la nécessité d'avoir un renouvellement d'air automatique. C'est aussi le point qui fait l'objet du plus de critiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on ne puisse pas se contenter chez Minergie de compter sur les utilisateurs qui vont ouvrir correctement les fenêtres pour assurer une bonne qualité de l'air. Et autant c'est clair que dans le cas particulier, c'est tout à fait possible. Et de l'autre côté, les évidences scientifiques qu'on a, les études qui sont faites de manière statistique, la plus récente, c'est une étude de l'OFSP qui s'est intéressée à la qualité de l'air dans les salles de classe. Et on voit très bien que ça ne marche pas et que ça ne suffit pas de manière représentative. Et donc, il faut effectivement un système de renouvellement d'air automatique. Ça ne veut pas toujours dire, par contre, que c'est forcément mécanisé et qu'il faut des appareils de ventilation avec des tuyaux d'air dans tous les coins, parce que c'est finalement un peu ça le défaut d'avoir ce système de renouvellement d'air automatique. La plus simple expression qu'on peut avoir, c'est simplement des fenêtres qui s'ouvriraient en un poste de manière motorisée en fonction d'une mesure de la qualité de l'air, en fonction d'une mesure du taux d'humidité ou du taux de CO2 à l'intérieur d'une pièce et qui s'ouvriraient de manière régulière par rapport à ça. Ça suffit aussi amplement pour respecter les exigences ou le cahier des charges de Minergie. Le dernier point qui est super important, c'est qu'on a complètement exclu le recours aux énergies fossiles. Je l'ai dit, c'est un des points les plus importants où on doit encore faire des efforts. Et chez Minergie, c'est complètement exclu déjà depuis 5 ans dans le neuf et puis 3 ans aussi dans la rénovation. Donc de ce point de vue-là aussi une différence. Je vous montrerai après sur un slide une vue d'ensemble de tout ce qui différencie un bâtiment Minergie d'un bâtiment traditionnel. Et le dernier point, ce n'est pas des moindres, il n'y a pas seulement Minergie sur le marché, il y a aussi plein de labels internationaux, il y a des labels aussi qui sont spécifiques à certaines régions. Le canton de Vaud, la ville de Lausanne a développé un label qui s'appelle SMEO. Dans la région d'Yverdon, il y a un label qui s'appelle CAP 2050.
Il y a plein d'initiatives comme ça aussi, par exemple du WWF et d'Implenia qui se développent, qui ont certainement tous leur mérite. Je dirais ce qui différencie vraiment Minergie, le CECB, le SNBS des autres, c'est que c'est totalement transparent. Tout ce qu'on développe est accessible et du domaine public parce qu'on reçoit aussi de l'aide quand on développe quelque chose de nouveau des cantons et de la Confédération. Et du coup, c'est un juste retour des choses que ce soit aussi accessible à tout un chacun. Et on peut tout à fait construire un bâtiment Minergie sans au final le faire certifier. Le constat que nous on fait, c'est qu'on a régulièrement, on va dire régulièrement, 2-3 fois par année, des gens qui nous appellent pour nous dire ah, mais bon, moi j'ai pas de système de ventilation dans mon bâtiment Minergie. Du coup, on va regarder dans notre banque de données avec l'adresse qu'on nous a indiquée. Ah ben, désolé, cher monsieur, chère madame, en fait votre bâtiment n'est pas certifié. Et ça arrive régulièrement que des promoteurs immobiliers usurpe un petit peu la marque en disant oui, on a fait quelque chose comme Minergie, vous inquiétez pas, tout va bien. Et en réalité, quand on s'intéresse vraiment au cahier des charges, il y a toute une série d'éléments qu'on a mis de côté. On a choisi quelques points qu'on a trouvé cool chez Minergie et puis ce qui nous emmerdait, on l'a laissé de côté. Donc c'est ça l'avantage aussi de la certification, c'est qu'il y a un organe externe qui a contrôlé que le cahier des charges est bel et bien respecté. On en causait un petit peu en introduction. Il y a différents niveaux de performance à l'intérieur de Minergie. Le niveau de performance de base, c'est environ 20% de mieux que le minimum légal, mais on peut aller beaucoup plus loin avec Minergie P, qui est plutôt une approche passive du bâtiment, où on va essayer d'isoler le mieux possible, d'orienter le bâtiment le mieux possible, de maximiser les apports solaires passifs qu'on peut avoir pour qu'il n'y ait quasi plus la nécessité de chauffer. Pour ma part, par exemple, j'habite à Flantais dans un bâtiment que j'ai rénové Minergie P et j'ai juste un poêle à bois dans le salon pour me chauffer en hiver et puis on fait 1 stère et demi, 2 stères de bois par année et c'est parfaitement confortable, quoi. Grâce à une super isolation, des baies vitrées qui font qu'on n'a quasi pas besoin de chauffer. Le climat valaisan est d'ailleurs particulièrement adapté à cette approche, il faut dire, quoi. Minergia, ça c'est une autre philosophie. Là, on focalise moins sur le passif, mais c'est plutôt l'idée de produire un maximum d'énergie renouvelable sur place, d'avoir un bilan annuel énergétique positif. Ça veut dire que le bâtiment produira plus d'énergie que ce que lui en a besoin pour son fonctionnement. Et après, il y a toute l'approche éco, on va dire, qui se focalise cette fois-ci sur la matérialisation, où on va essayer d'éviter tous les matériaux qui peuvent être nocifs à l'intérieur d'un bâtiment, tous les matériaux qui ont des émanations qui sont toxiques, évidemment à des degrés différents. C'est un standard qui est beaucoup utilisé dans les écoles pour que justement la qualité de l'air et que les matériaux utilisés soient de la meilleure qualité possible. Et puis après, je passe directement dans le bleu tout à droite parce que, oui, c'est super important de bien construire, mais c'est encore plus intéressant de s'assurer que le bâtiment qu'on a construit consomme effectivement aussi peu d'énergie que ce pour quoi on l'a planifié. Et là, on a développé en fait une palette de produits qui permettent, avec des mesures ciblée de la consommation d'énergie, de s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne dans la pompe à chaleur, que les panneaux solaires produisent effectivement autant qu'ils doivent grâce à quelques indicateurs. Et c'est un point essentiel finalement de la performance énergétique, parce que c'est bien joli que ça tienne la route sur le papier, mais ce qui compte au final, c'est combien d'énergie on consomme réellement. Et là, il n'y a que la mesure qui permet d'établir que ça roule ou pas. Et pour éviter les mauvaises surprises, parce que la philosophie, en fait, chez Minergie, c'est de déposer chez nous une demande de certification au moment où on est en train de planifier une rénovation ou au moment où on est en train de planifier une nouvelle construction. Nous, on va contrôler que le cahier des charges est bel et bien rempli. En général, il y a un ping-pong de 1 ou 2 fois entre nous et la personne qui planifie ou qui demande la certification Minergie pour améliorer le projet. Orienter autrement les panneaux solaires, mettre ailleurs la prise d'air extérieur, des éléments comme ça. On va délivrer sur cette base-là une certification provisoire. Les gens vont réaliser leur rénovation, leur construction. On va aller contrôler sur place à la fin du chantier que tout a été réalisé conformément à la demande
Et si c'est le cas, on délivre le certificat définitif. Et ça permet après de libérer aussi des subventions ou d'autres avantages qui sont liés au bâtiment. Et c'est en ça aussi que le Minergie est très différent du CECB, parce que le CECB engage la responsabilité de l'expert qui le publie, et ce n'est pas rien. Mais Minergie va encore plus loin dans le sens où on contrôle, il y a vraiment un contrôle d'un tiers que effectivement le cahier des charges est bel et bien respecté. Et j'ai présenté ici sur ce graphique en un coup d'œil les exigences de Minergie. Par rapport à l'heure qui tourne, je n'irai pas dans tous les détails. On pourra mettre à disposition les slides après la présentation, si c'est utile, sur le site internet, avec plaisir. Je vais rebondir peut-être juste sur 2-3 éléments qu'on n'a pas encore abordés maintenant. En l'occurrence, par exemple, la mobilité électrique. C'est un sujet qu'on traite aussi dans les bâtiments Minergie. À ce stade, en fait, on exige simplement qu'il y ait des tuyaux en attente qui soient prévus dans les dalles ou dans les installations techniques pour alimenter tous les niveaux en fait, où il y aura des futures places de parc. On n'exige pas encore qu'il y ait des bornes pour les voitures électriques, mais qu'au moins, si à l'avenir, on voulait installer de telles bornes, qu'on n'ait qu'à tirer des câbles électriques à travers des conduites qui sont déjà en attente et qu'on ne doit pas commencer à faire des évidements ou des forages dans un bâtiment qui est habité. L'autre élément qu'on n'a pas abordé encore, c'est la question de l'étanchéité à l'air. C'est une des caractéristiques aussi clés d'un bâtiment Minergie. Et ce n'est pas en soi vraiment l'étanchéité à l'air qui est importante par rapport à la performance énergétique. L'étanchéité à l'air, en fait, c'est important du point de vue de la physique du bâtiment. Et c'est important aussi parce que ça permet d'évaluer en fait, la bienfaçon de l'enveloppe du bâtiment. Une enveloppe qui est étanche à l'air, c'est une enveloppe qui a été exécutée avec soin. Et c'est pour ça aussi que c'est une exigence qu'on retrouve chez Minergie. Et j'ai parlé brièvement de Minergie Eco, c'est ce qu'on retrouve tout à droite. Et là, on a toute une série d'exigences qui vont plus loin. Par exemple, ces fameuses mousses de montage. Si vous avez déjà fait un peu de chantier ou quelque chose comme ça, c'est ces fameuses mousses expansives en polyuréthane. C'est une catastrophe totale en termes d'impact environnemental. Ça crée des gaz à effet de serre dans des proportions qui sont vraiment énormes par rapport à ce que c'est. Ça a le problème d'assembler différents matériaux de construction ensemble qui font qu'après, c'est très difficile à recycler. Et du coup, c'est quelque chose qu'on exclut totalement chez Minergie Eco. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'intéresse aussi à la matérialisation à ce niveau-là. Peut-être à la fin, si ça va. Cool. Peut-être je répondrai pendant... je change de sujet maintenant pour aborder encore un peu la question des émissions de gaz à effet de serre dans un bâtiment Minergie. Je l'ai dit, le bâtiment Minergie, le recours aux énergies fossiles est complètement exclu. Donc de ce point de vue-là, au niveau du périmètre du bâtiment, ce n'est pas réellement un problème qu'on doit encore traiter. On appelle ça dans cette nomenclature européenne le scope 1. Scope, ça veut dire périmètre. Donc c'est le premier périmètre d'évaluation des émissions de CO2. De ce point de vue-là, un bâtiment Minergie n'en a quasi pas si on voit l'impact que ça a tout à droite. Au niveau du deuxième périmètre, là on va prendre en compte en fait toutes les émissions qui ont été générées de manière indirecte. Quand on consomme de l'électricité dans son bâtiment, certes, il n'y a pas d'émissions de CO2 qui sont générées directement sur place, mais cette électricité, il a bien fallu la produire. Et la production d'électricité, même en Suisse, n'est pas encore complètement exempte de CO2. En particulier en hiver, on importe de l'électricité de nos voisins européens qui sont fabriquées de toutes sortes de manières, notamment aussi fossiles. Et de ce point de vue-là, là, il y a encore un effort à faire. Et c'est pour ça qu'on essaie de le mettre aussi en avant pour essayer d'inciter en fait les gens à recourir à des fournitures d'électricité renouvelable. Et le troisième sujet, qui est le sujet en fait le plus dur à traiter, c'est le scope 3, le troisième périmètre. Et là, on s'intéresse aux émissions de CO2 qui ont été nécessaires
pour la fabrication du bâtiment, pour la fabrication de tous les matériaux de construction, la livraison de ces matériaux de construction sur place, leur mise en œuvre, etc. Et ça, c'est le périmètre qui est le plus difficile encore à traiter pour l'instant. Et malgré tout, c'est un sujet qu'on essaie d'aborder chez Minergie. Je vous ai décortiqué maintenant d'une part l'empreinte carbone, avec toute une série d'incitations pour essayer de diminuer justement ce CO2 gris. On a une méthodologie un peu simplifiée qui essaye de sensibiliser les planificateurs aux éléments qui produisent le plus de CO2. Par exemple, la manière dont on fait les fouilles ou le simple fait d'en faire, le fait d'excaver le sol, c'est quelque chose qui a un impact en CO2 très élevé par rapport au reste des éléments de construction. La manière dont on consolide les fouilles. Et il y a 8 éléments comme ça qu'on a quantifiés et les planificateurs, les architectes peuvent jouer avec ces éléments pour prendre conscience de l'impact que ça a et puis essayer d'optimiser à ce niveau-là. Et une fois qu'on a optimisé un maximum, le but après c'est d'essayer d'inciter à mettre en place des mesures de séquestration du CO2. La plus connue, c'est la construction en bois, qui est une manière de construire qui permet de capturer à long terme du CO2. Et l'autre élément qu'on va essayer de mettre en place, c'est ce système d'émissions négatives. Ce n'est pas des programmes de compensation d'émissions de CO2, mais c'est réellement des mesures de capture de CO2 dans l'atmosphère et de stockage de CO2 dans du souterrain, par exemple, qui permet vraiment de diminuer cet impact. Je vais passer sur cette synthèse des avantages de Minergie. J'espère que j'aurai pu exposer un petit peu en quoi il retourne. Mais ce que j'aimerais aborder encore sur Minergie, c'est la question des coûts. Parce qu'évidemment, quand on construit un peu mieux, quand on isole un peu plus, quand on met des panneaux solaires, quand on installe un système de mesure, de monitoring de la consommation d'énergie, ça coûte quelque chose en plus au départ. Et les ordres de grandeur pour nos différents standards, c'est un ordre de grandeur de 3% quand on parle d'une construction Minergie, un ordre de grandeur de 7% pour Minergie P, qui est cette approche passive avec un bâtiment super isolé. Et c'est une plus-value qui est en partie amortie justement avec les subventions, avec les bénéfices ou les avantages qu'on peut obtenir sur son revenu imposable et finalement sur la baisse de sa consommation d'énergie. Horizon 15-20 ans, c'est quelque chose qui est parfaitement rentable. Et effectivement, c'est un des gros sujets dans l'économie immobilière d'essayer de faire une transition de cette logique qui veut qu'on s'intéresse uniquement aux coûts d'investissement et qu'on n'analyse pas les coûts d'un bâtiment sur l'intégralité de son cycle de vie. Et c'est en l'occurrence un des sujets qu'on essaie de décortiquer aussi avec le SNBS, que j'aimerais encore vous présenter brièvement pour finir. Le SNBS, je l'ai dit en introduction, c'est le standard de construction le plus complet. On s'intéresse au SNBS aux 3 domaines de la durabilité. On s'intéresse à tout le cycle de vie du bâtiment, depuis sa planification jusqu'à sa mise en exploitation. Et on va essayer d'évaluer les 45 indicateurs ou critères qu'il y a à l'intérieur du SNBS sur une échelle de 1 à 6. On a repris le système scolaire suisse en fonction de sa contribution au développement durable. Si on a quelque chose qui n'est pas durable du tout, on obtiendra une note de 1 et puis on obtiendra une note de 6. Plus on va loin. Et c'est quelque chose qu'on peut faire certifier aussi si on en avait envie. À cause du temps, là aussi, je passe juste en revue quelques éléments pour que vous puissiez vous faire une idée des sujets qu'on aborde. D'abord, dans le domaine de la société, j'ai choisi ici, par exemple, le critère qui concerne les espaces privés. Et là, le but du SNBS, c'est de faciliter en fait la transformation des espaces intérieurs et extérieurs. Ça veut dire que ça doit être conçu de manière à ce que ça puisse être utilisé de manière flexible. Par exemple, qu'on puisse adapter facilement la disposition des pièces ou la taille des chambres ou l'utilisation qu'on a de ces locaux. Et on essaye aussi d'adapter ça à un maximum de diversité possible pour qu'il y ait toutes sortes de milieux socioculturels qui habitent à l'intérieur d'un même bâtiment. Je rappelle, le SNBS, c'est plutôt pour les grosses promotions immobilières de plus de 10 000 m².
On s'intéresse après au domaine de l'économie. Ici aussi, avec un exemple, un des critères qu'il faut évaluer, c'est les coûts du cycle de vie. J'en ai parlé avant. Et plus les coûts en fait sont bas, pas seulement à l'investissement, mais considérés sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, meilleure sera la note. Et c'est avec ce genre de mécanisme qu'on essaie de promouvoir cette nouvelle manière d'aborder les choses. Et je conclus avec le domaine environnement, qui là par exemple s'intéresse aux questions de mitage du paysage. Et en l'occurrence, c'est par exemple un des critères qui fait que c'est relativement difficile de construire un bâtiment SNBS en Valais, à part peut-être à Martigny, Sion et Sierre, parce que il y aura en général pour une nouvelle promotion immobilière un impact sur le mitage du territoire. On est en général assez décentré. Notre réseau de transport public mériterait encore d'être amélioré. Et en l'occurrence, c'est un critère là qu'on va analyser. Et dans une situation, dans un contexte comme le nôtre, c'est plutôt quelque chose qui serait défavorable. Si malgré tout vous êtes promoteur immobilier, que le SNBS est quelque chose qui vous intéresse, vous retrouvez toutes les informations qui concernent le SNBS sur un site internet, snbsbâtiment.ch. Et là, il y a un pavé qu'on appelle les fiches critères, c'est 250 pages à peu près, qui expliquent en détail chacun des critères du SNBS et ce qu'il faut faire pour essayer de les optimiser. Voilà, je passe encore en revue rapidement les avantages en Valais, d'abord en lien avec les subventions. Le CECB est obligatoire pour tous les gros projets de rénovation énergétique de plus de 10 000, où il y a plus de 10 000 francs de subventions qui sont en jeu. Il est reconnu aussi pour les subventions en lien avec des capteurs solaires thermiques. Le canton essaye d'éviter de subventionner des poses de capteurs thermiques sur un toit qui n'aurait pas été rénové. Le CECB est un des instruments qui permet de faire valoir que ça a bel et bien été le cas. Et le canton subventionne aussi l'amélioration de classe CECB. Donc, si je reprends cet exemple, on était dans un état initial de GG, on passe à un BB après rénovation. Pardon. Là, c'est presque le maximum qu'on peut faire en termes de saut de classe, mais en fonction du nombre de classes dont on améliore la performance, plus la subvention sera grande. Il y a un nouveau projet de loi cantonale sur l'énergie, dont il a été sujet vendredi. Je crois Joël Fournier, le chef du service de l'énergie valaisan, est venu présenter, je ne sais pas s'il a présenté la version qui était encore publique en 2021 ou l'état actuel. Pardon ? Ok, l'état actuel, d'accord. Elle est malheureusement pas du domaine public, donc je ne me suis pas permis de la reproduire moi-même. Mais malgré tout, il y avait la volonté là d'introduire le CECB de manière obligatoire quand on veut vendre un bâtiment. C'est déjà le cas sur le canton de Vaud, c'est déjà le cas à Fribourg, à Neuchâtel aussi. Donc le Valais aurait l'ambition d'emboîter le poids à ce niveau-là. De prévoir aussi une obligation d'assainir si effectivement la classe de performance FF ou moins bonne dans un délai de 10 ans. Et puis des avantages aussi pour les CECB les plus performants de classe AA, de type bonus sur l'indice d'utilisation du sol, utilisation gratuite des eaux souterraines ou la dispense du décompte individuel des frais de chauffage. Et puis c'est des avantages similaires qu'on retrouve chez Minergie, en particulier pour les nouvelles constructions Minergie P et Minergie A. Il y a aussi la possibilité de l'utiliser pour justifier de la performance énergétique du bâtiment quand on veut se faire subventionner des panneaux solaires. Et puis il y a aussi avec Minergie une notion d'exemplarité du domaine public, dans ce sens que le canton et les communes, s'ils veulent être aidés par le canton lui-même, doivent construire Minergie pour la rénovation, Minergie P pour tout ce qui est neuf. Ici, rien de particulier par rapport au nouveau projet de loi sur l'énergie. Comme je l'ai dit, l'instrument central qui va se profiler, c'est vraiment le CECB. Et Minergie, on continue de la manière qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Et j'arrive au dernier slide, juste pour vous dire que on s'occupe du CECB et de Minergie et du SNBS depuis Sion pour toute la Suisse romande. On est une équipe de 7 personnes, on sera 8 à partir du mois d'octobre, et nous nous occupons justement de certification de bâtiments Minergie et SNBS, et puis de développement informatique pour le CECB, tout comme on accrédite aussi les experts qui sont qualifiés
à produire des certificats pour vous. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer aux questions, j'ai quelques points à relever sur la présentation et sur la problématique du label Minergie. Un des points a parlé de la nouvelle loi sur l'énergie qui est en discussion au Grand Conseil. Hier, il y a eu ce débat politique dans cette salle. Et en effet, la version qui est maintenant au Grand Conseil, c'est déjà une version édulcorée par rapport à celle qui était en 2021. En 2021, il y avait 26% des gens qui la trouvaient trop ambitieuse et puis 32% pas assez ambitieuse. Enfin, il y avait beaucoup de gens insatisfaits de la loi. Actuellement, tous les acteurs de la table ronde prédisaient qu'avec cette loi qu'on allait nous soumettre ou mettre en application, on n'arriverait jamais aux objectifs. Au rythme actuel, il faut 300 ans pour remplacer les chauffages électriques qui sont en vallée, par exemple. Un autre point aussi que j'aimerais relever, c'était cette loi dépend de mise en œuvre du MOPEC, un modèle de prescription énergétique des cantons. Ce MOPEC date de 2014 et le canton du Valais est le dernier canton à légiférer sur cette obligation fédérale faite au canton pour faire des lois sur l'énergie. Donc voilà, nous ne sommes pas très en avance là-dessus. Autre point, c'est sur le Minergie et puis la possibilité d'avoir le bonus de 10% ou de 0,1, 10%. Ouais, de 10%, ouais. En effet, quand je suis rentré au Conseil il y a 10 ans en arrière, j'ai mis le doigt sur ce problème de Minergie, puisque les promoteurs, en effet, c'est comme les médecins ou les experts, il y en a des bons et des pas bons. Et certains promoteurs avaient senti le gain financier de pouvoir annoncer des projets Minergie. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent 10% d'indices en plus, ils peuvent construire en plus. Mais après, que se passe-t-il? Donc ils sont annoncés, mais il suffisait qu'ils fassent le mort pendant 10 ans ou je ne sais pas combien après la construction. Personne, et là j'avais contacté Minergie, personne ne se souciait de savoir s'ils avaient été jusqu'au bout. Et il n'y avait pas de contrôle. Donc le canton disait « Ah non, c'est pas nous », Minergie disait « C'est pas nous », puis nous, les communes, on n'y pensait pas, regardez. Toujours est-il que se passe-t-il si un promoteur annonce le Minergie, construit en plus, et puis à la fin, il n'est pas labellisé? Est-ce qu'on lui fait démolir sa maison ou pas? Alors j'espère que maintenant, il y a un meilleur contrôle sur ces promotions. Un autre point, c'est l'idée qu'on a, les fausses idées peut-être sur Minergie. Donc, quand il y avait les premiers étés très chauds, il y a 5-6 ans en arrière, beaucoup de gens disaient, dont un chef de service du canton qui est ingénieur, disait « Ah non, moi j'habite dans un bâtiment Minergie, en été, c'est pas possible. Minergie, c'est pas prévu quand il fait trop chaud. » À Vétro, on a construit une crèche, on a construit une école, Minergie. C'est vrai qu'en été, on a des problèmes de surchauffe. Mais on met toujours ça sur le dos du Minergie, comme si c'était une fatalité du label de ne pas pouvoir gérer les surchauffes. Dans votre... il y a un slide que j'ai pris en photo. Pardon. Je peux peut-être leur montrer. Voilà. Protection contre la chaleur estivale, protection solaire optimale et refroidissement nocturne. En effet, nous, la crèche, on avait des surchauffes dans la crèche et on essayait d'aérer la nuit, mais les fenêtres ne s'ouvrent pas ou pratiquement pas. Donc, est-ce que c'est une exigence Minergie de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres et bien aérer? On a vu là, avec le Covid, les classes devaient ouvrir pour bien aérer chaque demi-heure. Mais si la fenêtre elle s'ouvre de 3 cm, il n'y a pas beaucoup d'effet. Voilà, ça c'était ma première question. Et après, je passerai les questions du public. Alors effectivement, ça c'est le préjugé qui nous colle malheureusement le plus à la peau, le fait qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres dans un bâtiment Minergie. C'est en fait comment dire, une manière de voir les choses qui découle du fait qu'on exige justement un renouvellement d'air automatique. Du coup, on a surinterprété le fait que, vu que le renouvellement d'air est assuré de manière automatique, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, mais il n'y a aucune corrélation entre les deux. Notre règlement même conseille en fait de prévoir des fenêtres qui soient ouvrables parce que c'est un élément important en fait du confort psychologique. Le fait de pouvoir ouvrir
ouvrir la fenêtre dans une pièce permet simplement de s'y sentir bien et de s'y sentir libre. Donc c'est pas quelque chose qui vient de Minergie malheureusement, mais ouais, et contre lequel on essaye de communiquer un maximum. Et sur la question de la protection thermique estivale, en fait, c'est vrai que là, il y a la nécessité en fait d'exploiter son bâtiment de manière correcte. Parce que factuellement, et c'est ça qui est aussi des fois un peu difficile à comprendre, les exigences légales en matière de protection thermique estivale prévoient qu'un bâtiment reste confortable s'il n'a pas plus de 400 heures par année où il fait plus de 26 degrés à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est une notion de confort tout relatif. Chez Minergie, on est encore plus sévère par rapport à ça, dans le sens où on admet seulement 100 heures de surchauffe, mais ça veut dire qu'effectivement, une certaine surchauffe, il y aura dans tous les cas. Et pour la minimiser le plus possible, effectivement, c'est d'abord de se protéger des apports solaires. Tout ce qu'on essaye de maximiser en hiver pour éviter de devoir chauffer, en été, en fait, on doit s'en protéger. Et ça, c'est essentiellement des protections solaires extérieures, donc des stores. Et après, si on n'arrive pas à assurer le confort malgré ces mesures constructives, la nécessité de recourir à des systèmes de free cooling ou de géocooling, ça veut dire, par exemple, quand on a une pompe à chaleur avec des sondes géothermiques, d'aller chercher de la fraîcheur dans le sol pour l'amener dans le bâtiment. Et ça, en combinaison avec une installation solaire photovoltaïque, c'est totalement pertinent aussi du point de vue impact environnemental, et ça permet de combiner confort et écologie en même temps. Donc je dirais, Minergie en réalité va plus loin que le minimum légal, mais c'est vrai que c'est aussi un préjugé qui nous colle à la peau. Voilà, donc les fausses idées qu'on a, en effet, ce n'est pas le problème du label, c'est plutôt de la conception du bâtiment. Exactement. Voilà, j'ouvre la discussion. Qui aurait là, il y avait une question. Vous aviez une... Ouais. Oui. Mais les questions courtes, hein, Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc, professeur HES à Yverdon, bref, c'est pas important. Monsieur le directeur, je vous félicite pour la qualité, la clarté et la simplicité de votre travail. Excellent. Merci. Malgré tout, j'ai delta Q et delta Q à vous poser. Alors, pour faire le lien avec le public, vous connaissez tous le Jurassic Park, les dinosaures. Au niveau géologique, la Suisse Question courte, Jean-Marc. connaît l'ère du Jurassic Park et on a un problème de gaz rare, qui est l'argon, qui est toxique pour les poumons. Donc je fais le lien avec votre fouille, avec les 8 éléments géologiques. Question numéro 1. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces polymères qui emmerdent la planète? Merci. J'ai pas pigé la question numéro 1 du coup, pardon. Ah oui, c'était les dinosaures, mais c'est pas grave. Je reviens au niveau scientifique. On a un problème d'argon. Ouais. Qui est toxique pour les poumons. Mm-hmm. Ça vient de la terre, ça monte dans les murs et c'est toxique si c'est mal aéré. En Valais, nous avons relativement... De radon. Radon. De radon. Oui, ah. radon. Oui, oui. Autant C'est un pour moi. oui, argon. Oui, parce qu'il y a l'argon aussi. Oui, oui. d'accord. Oui, mais j'ai bien mangé, j'ai bien bu, donc j'ai confondu argon et radon, je m'explique. Donc l'erreur est humaine. Le radon. Ouais. Hein, c'est compris. Dans le Jura, j'ai un appartement à la Chaux-de-Fonds, je suis au rez-de-chaussée, on avait beaucoup de radon dans les caves, ça monte dans les murs, les experts sont venus, c'était acceptable. Mais moi, je peux vous dire, j'étais souvent malade des poumons quand je couchais dans mon appartement à la Chaux-de-Fonds, okay, en tant qu'ancien statisticien fédéral. Bref, le Valais, on en a moins. Ma question technique est simple. Que peut-on faire dans les bâtiments, les vieilles villas, ou les immeubles des années 60 ou 70, quand on va ouvrir les fouilles, parce que je pense que ça vaut la peine, pour isoler, on ne peut pas redescendre sous la base du bâtiment, ça coûterait trop cher, mais si on ouvre les fouilles, au lieu de mettre du bitume ou ces polymères qui polluent l'air et la terre, qu'est-ce qu'on peut faire en échange? Vous avez parlé des 8 éléments chimiques de la Terre, faits par les géologues. Quelle est la solution que Minergie propose? Vous avez compris la question? Oui, c'est clair là. Céline pourra peut-être répondre encore mieux que moi, mais en gros, à mon sens, il y a 2 techniques principales. D'abord, des drains en fait autour du bâtiment en tant que tel, qui permettent de récupérer le radon et d'assurer qu'il soit évacué ailleurs, mais c'est une mesure relativement compliquée à mettre en œuvre.
Deuxième élément, c'est d'isoler, de rendre la dalle contre le terrain étanche, mais ça nécessite aussi des travaux assez importants. Moi, je pense que la mesure la plus simple, et puis c'est quelque chose qui est corroboré par cet observatoire roman de la qualité de l'air, c'est d'essayer de travailler avec de la surpression. Donc là, je dirais un bâtiment Minergie qui a un système de ventilation double flux a aussi un avantage. Ça permet d'amener un peu plus d'air dans le bâtiment que ce qu'on en extrait. Ça fait que le bâtiment est en surpression et ça empêche le radon de pénétrer à l'intérieur. Et sinon, simplement vraiment de renouveler l'air comme il faut, quoi, pour que cette concentration en radon soit tenue dans des limites qui sont raisonnables. Pour le public, vous savez que si les bâtiments sont bien faits, normalement, les nouvelles villas, on doit mettre une couche à la base, une protection contre le radon. Je ne sais pas s'ils le font. Si. Minergie, c'est exigé. Oui. Et CECB? CECB, non. CECB, voilà. C'est juste un... Et combien on évalue, c'est un état des lieux, voilà. Le CECB. Et on ne s'intéresse pas à cette question. Et combien y a-t-il de villas Minergie à Vétro, Monsieur le Président? Peut-être 50. Je ne pense pas. Il y en avait une il y a 15 ans en arrière. Oui, mais est-ce qu'on arrive à 50 maintenant? Donc, vous voyez, le problème, on doit le souligner parce que les gens ne sont pas informés, sont mal ou sont désinformés. On cache la vérité et c'est des choses comprises. Oh, mais pourquoi mes enfants, ils ont des problèmes pulmonaires? Ils ont de l'asthme ou autre chose. Mais je vous rappelle que scientifiquement, statistiquement, en Valais, on a de la chance, on a peu de radon. Mais le Jura est confronté à ce problème. Merci. Question suivante. J'aimerais juste rajouter un petit élément. Ma femme a eu un accident et je pensais que c'était à cause du radon. J'ai demandé à l'État du Valais d'avoir des éléments de mesure du radon. Il y a 10 ans que je l'ai fait, je n'en ai vu aucune trace de ce que j'avais demandé. Je présume que c'est un sujet un peu tabou, en effet, mais qui n'a pas directement à voir avec nos labels. Non, mon rôle, c'est de cadrer un peu les questions. Je m'excuse. L'État du Valais m'a quand même dit qu'en Valais, il n'y avait pratiquement pas de radon et que ce n'était pas nécessaire de mesurer. Ça, c'est ce qui est faux, parce que certaines vallées, comme en haut vers Orsières, où c'est granitique, il y a pas mal de radon. D'autres questions? Non. C'est par rapport au Tesla, non pas les voitures électriques, mais par rapport au champ magnétique. Les études américaines ont montré pourquoi les enfants de pauvres avaient plus de cancer du cerveau. J'étais affecté à l'âge de 30 ans, on pensait que j'avais un cancer du cerveau, j'habitais à 80 mètres, la ligne de tension. Courtes les questions, s'il vous plaît. Jean-Marc, des questions courtes. On construit à Vétro et en Valais, on construit des villas à 13 à 15 mètres de la haute tension. Voilà, c'est interdit. Question, alors, quel rapport il y a? Pourquoi le Valais accepte alors que Neuchâtel et les autres refusent? Est-ce que Minergie prend en compte cet aspect Non, on ne fait pas non plus de politique sociale ou autre chose. On s'occupe d'efficacité énergétique et pas de Tesla. Non, effectivement, chacun son boulot. Ok. Question sur le label Minergie et les autres. Oui, là, une question. Alors, court, donc, pour témoigner, donc, moi en 2007, on a construit la première maison Minergie à Vétro. Donc on peut bien ouvrir les fenêtres. Donc, ça, on vit totalement normalement, mais c'est un gros travail d'architecte, donc d'orientation de la maison et tout, donc ça marche bien. Je dirais pour moi le seul bémol que je trouve dans toute cette, c'est l'isolation phonique. Forcément, on doit faire circuler de l'air dans toutes les pièces. Il y a des canalisations qui amènent quelque part. Et moi, c'est le seul élément que je retrouve un peu négatif. Bon, nous, on est dans une famille à 5, donc ça va très bien, mais dans les logements, si j'imagine avoir un studio ou autre dans le bâtiment, ce ne serait pas possible d'un point de vue, je dirais, intimité. Donc voilà un élément que je ressors après 15 ans d'expérience de label Minergie, mais en effet, c'est quelque chose qui est très bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments publics qui ont l'obligation d'avoir ce label. Maintenant, des privés et des familles qui ont ce label-là, je n'en connais pas tellement, donc c'est vrai que je ne pense pas que le chiffre 50 soit atteint.
à Vétro, mais bon, vous avez sans doute les J'ai chiffres. pas checké ça avant, malheureusement, mais effectivement, je peux parler du chiffre suisse. On certifie à peu près 2000 bâtiments par année en Suisse, sur 10 à 15 000 qui se construisent chaque année. Et pour la Suisse romande, c'est un ordre de grandeur de 500. Donc ça reste effectivement un marché de niche. Et peut-être juste pour rebondir sur cette question de problème phonique, il y a la possibilité évidemment de travailler avec des amortisseurs phoniques pour diminuer, on va dire, les nuisances en dessous d'un seuil à partir duquel on considère qu'on n'entend plus. Mais c'est vrai que si on tend l'oreille, on entendra encore quelque chose. Et on voit un développement qu'il y a maintenant, en particulier dans tout ce qui est collectif, en fait, c'est que chaque appartement a sa propre unité de ventilation, de sorte à ce qu'on évite ces problèmes de téléphonie entre ménages qui ne se connaissent pas. Ouais. Voilà, merci. Une autre question là-bas? Oui, je vais. Ok. C'est pour YouTube. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la suite? Parce qu'on voit que le label évolue. Maintenant, on ne peut plus certifier une maison si on est en énergie fossile, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis, vers quoi le label va aller? C'est quoi les nouveautés ou le renforcement d'exigences vers lequel vous pensez aller? Bon, ça c'est effectivement ce qui occupe l'essentiel de mes journées en ce moment, parce qu'on a prévu un gros pas en 2023 de renforcement de nos exigences. Ça va principalement concerner en fait les exigences d'autoproduction, donc d'aller plus loin en termes de photovoltaïque essentiellement. Ça va concerner la mobilité électrique, renforcer les exigences par rapport à l'équipement qui est nécessaire à ce niveau-là. Ça va aller plus loin aussi en termes de monitoring, donc de mesure et de suivi de la consommation d'énergie. Je crois que c'est les 3 axes principaux qu'on va aborder. Et le dernier, on réfléchit à renforcer encore une dernière fois, d'un ordre de grandeur de 10%, les exigences en matière d'isolation. C'est à peu près une petite synthèse comme ça.